Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous faire un petit point lecture. Donc je voudrais vous parler de ces livres-là. J'espère que je vais tout terminer parce qu'il y en a que j'ai déjà commencé, d'autres pas. Il y en a que j'ai déjà terminé, d'autres pas. Donc il y a beaucoup de classiques et une saga. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous parler de cette saga-là, de tomes 2 et 3. Après, il m'en restera encore 2 tomes, donc 4 et 5. Il y en a 5 en tout. Le premier, j'ai déjà lu et je vous ai déjà laissé un avis de lecture. Je vous laisserai un lien si ça vous intéresse ici. Pour les autres, donc ça, c'est une saga de Virginia C. Andrews, donc qui s'appelle Fleur captive. Et donc là, il va s'agir de Pétale le vent, donc le 2e tome, et le 3e, Bouquet d'épines. Ensuite, je voudrais vous parler de Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. J'ai hâte de le lire. Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin. Ça, j'ai déjà commencé, ça m'a pas réussi, mais j'ai envie de retenter ma chance. Guy de Maupassant, Le Horla et autres récits fantastiques. Et ça, je pense vous le lire en ligne. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne et vous allez voir, pardon. Je ne sais pas ce qui m'arrive là. On dirait j'ai un oreille à côté. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour écouter cette lecture en ligne, c'est tout à fait gratuit. Et encore Guy de Maupassant, Le Horla, mais ici il y en a d'autres récits, pas tout à fait les mêmes que dans le précédent. Et puis Colette, la chatte. Donc à aujourd'hui, j'ai lu celui-ci et j'ai quasiment terminé Pétale le vent de Andrews et je vais vous en parler. Donc Pétale le vent de Virginia Andrews. On est toujours sur attention, c'est un spoil hein, parce que si vous n'avez jamais lu cette saga, là je vais vous parler de la suite, c'est-à-dire qu'au premier tome je vous ai dévoilé un petit peu de quoi il s'agissait. Là, évidemment, comme c'est la suite, donc pour vous, ça va être un peu spoilant. Donc n'hésitez pas, si vous ne souhaitez pas l'entendre, à passer à un autre timing. Donc en fait, en bas, sous chacune de mes vidéos, vous avez, ça s'appelle les chapitres. Et vous avez les minutes, à quelle minute je parle de quel livre, de quel auteur, etc. Et comme ça, vous pouvez passer à autre chose sans forcément entendre ce que je vais dire de ce livre-là. Donc je l'ai quasiment terminé, mais de toute façon, je vous dirai pas la fin, parce que c'est par principe, j'ai pas envie de tout dévoiler non plus, sinon ça n'a pas de sens pour ceux qui vont lire et découvrir, ou peut-être que pour ceux qui lisent actuellement ou qui ont déjà lu, ça vous donnera d'autres idées ou que nos idées se rencontreront et on aura le même avis sur ce qu'on a lu. Donc ici, Pétale le vent, et on va parler essentiellement de Cathy, donc Catherine, la grande fille de famille Doll. Elle appelle en fait sa famille les poupées de Dresde, je crois. Et j'ai compris pourquoi les poupées, donc Doll, leur nom de famille, ça veut dire Doll, donc en français c'est une poupée. On a assisté au fait qu'ils se sont sauvés, ils étaient enfermés dans un grenier par leur grand-mère à l'aide de leur mère, qui les a amenés chez sa mère pour avoir l'héritage du père qui était enfant de sa vie, et qui a menti à ses enfants en les enfermant. Et elle a continué à faire sa vie de côté, et ses enfants, ses 4 enfants, donc 2 jumeaux et 2 grands-enfants, dont Christopher et Catherine. Je crois que Christopher c'est le plus âgé, ensuite c'est Catherine, et puis après il y a Carrie et Cory, 2 jumeaux, et donc une fille et un garçon. Et donc elle va leur mentir en disant que oui, il va bientôt mourir, il va nous laisser son héritage, on va avoir de l'argent. Tout ça, c'est parce que au premier tome, elle était en fait, c'était une femme au foyer qui était tout le temps à la maison, qui était choyée par son mari, qui l'aimait beaucoup, et qui vivait grâce à aux revenus de son mari. Son mari a eu un accident. Et donc voilà, ils se sont retrouvés sans rien et elle est partie chez sa mère qui avait promis des montagnes d'or, on va dire, mais au final c'était pas le cas parce que les enfants étaient enfermés dans le grenier. En attendant la mort de grand-père pour pouvoir hériter de quelque chose, parce que le grand-père, grosso modo, ne devait pas savoir qu'il y a ces enfants qui existent, puisqu'il y avait une inceste dans la famille. La mère a été mariée avec son oncle ou son cousin, je ne sais plus, quelqu'un de la famille lointaine ou proche. Donc pour eux c'était un péché, etc. Bon, normalement ça se fait pas, mais voilà, les enfants sont bien, ils sont pas ni handicapés ni
Ils n'ont pas de problème, et ce sont des enfants normaux. Sauf que la grand-mère, elle s'acharnait sur ces enfants, elle voulait les exterminer, on peut dire ça comme ça, puisqu'elle leur servait, en fin de compte, de l'arsenic dans la nourriture, et ils le savaient pas. Ils l'ont mangé sans savoir, et puis au bout d'un moment, Cory était décédé, il était parti avec la mère et la grand-mère voir le médecin, il est plus jamais revenu, donc on suppose qu'il est mort. Carrie, sa jumelle, qui est restée avec donc Cathy, Catherine et Christopher, ils sont restés tous les trois soudés et ils ont essayé de d'établir un plan de fougue pour se sauver de ce grenier, de cette fameuse maison Foxford, je crois que ça s'appelle. Et donc, ils essaient de tout faire pour partir. Donc, ils partent par le toit avec Carrie sur le dos. Ils arrivent à partir, ils arrivent à prendre un bus avec le peu d'argent qu'ils ont pu récolter parce qu'ils ont un peu volé leur grand-mère et leur mère en essayant de sortir par la porte. Enfin, il y avait toute une histoire. Et donc, ils partent avec ce peu d'argent. Et puis, dans le bus, Carrie, elle est fiévreuse, elle est vraiment pas bien, ça va pas. Et il y a une grande dame, Amy, je crois qu'elle s'appelle, H-E-2-N-Y, une grande femme, grande par sa taille, imposante, mais qui, je sais plus si elle est sourde ou si elle est muette, mais je crois qu'elle est muette, ça c'est sûr, sourde je ne suis pas sûre. Mais donc elle parle pas, mais elle communique par les gestes et par écriture. Et donc elle explique à Cathy et à Christopher qu'elle a un médecin qu'elle connaît et qui pourra soigner la petite. Donc elle les oblige entre guillemets de descendre avec elle du bus et elle les amène chez un médecin qui s'appelle Paul. Et ce médecin en fait, elle travaille pour lui en tant que bonne domestique. En fait, elle lui prépare à manger, il est tout seul, c'est un veuf, ce qu'il dit. Je vais tout vous spoiler là. Donc il commence à faire connaissance avec ce Paul. Ce Paul, il apprend un petit peu comment ça s'est passé, mais il sait pas tous les détails, il connaît pas tout, il connaît pas que Cathy et Chris, ils ont eu une liaison une seule fois et pas comme comme des vrais amoureux, on va dire, une liaison intime. Chris, il est follement amoureux de sa sœur. Sa sœur aussi est très amoureuse d'elle, mais elle sait que ils n'ont pas le droit d'être ensemble. C'est pas bien, c'est un péché, et elle essaie par tous les moyens de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre pour oublier Chris. Et c'est pas facile parce que Chris, il l'aime, pour lui c'est sa muse, c'est tout pour lui, c'est son ange, c'est tout. Donc il aime tellement, et ils aiment tous les deux leur sœur. Donc Paul, il va s'occuper de tous les trois, il va les adopter. Il va aider Christopher à devenir un médecin, il va l'envoyer à faire les études, etc. Donc il va l'aider beaucoup au niveau professionnel, donc lui donner des cours à la maison également pour l'aider à s'en sortir et devenir un médecin. Cathy, elle va réaliser son rêve de danseuse, il va l'aider aussi avec ça. Et puis petite Carrie, elle va être envoyée dans un pensionnat de bonnes filles, on va dire ça comme ça, où ça va mal se passer, et donc elle va revenir au final à la maison grâce à Cathy et puis grâce à Paul aussi. Donc Cathy va avoir la liaison avec Paul. Chris va le savoir après, va devenir extrêmement jaloux, et après donc Cathy, elle partira à New York où elle va danser avec un danseur, et puis il y aura pas mal de déceptions de côté de Paul, de côté de Cathy, de côté de Chris, de côté de tout le monde en fait. Donc ici on va assister surtout à l'ascension de Cathy, qui va devenir une grande danseuse. Et il y aura pas mal de nuits qui vont se passer en cours de sa route professionnelle et personnelle également. Chris va devenir un médecin. Et donc il y aura pas mal de choses. Carrie, on ne sait pas trop encore ce qui va en devenir, mais il y a aussi quelques petites choses dont elle en parle avec sa famille, donc sa sœur et son frère, et ils en discutent. Voilà. Je vous dirai pas plus, mais il y a encore pas mal de rebondissements. Par moments, ça m'ennuie parce que c'est vraiment
un roman d'amour, on dirait. Par moments, ça me plaît parce que on assiste quand même à quelque chose de spécial, mais les questions d'inceste ne me plaisent pas du tout. Mais après, bon, c'est comme ça, on peut pas des fois interdire à son cœur d'aimer un autre ou une autre voilà, sa sœur, son frère, mais c'est comme ça. Bref, en tout cas, on assiste à beaucoup d'amour. Pas mal de haine également ici, de jalousie énormément, et bien évidemment à la vie professionnelle et personnelle, surtout de ces deux personnages, et puis donc Cathy et Chris, et puis on découvre un petit peu plus qui est ce Paul, comment il est, et voilà. Donc ça c'est intéressant, j'ai envie de découvrir la suite. Après, est-ce que je vais garder ces 5 tomes? Je ne sais pas. Je vais voir hein, par la suite. On verra, mais en tout cas, la lecture est assez addictive, assez intéressante. Par endroits, il y avait des moments d'humour assez sympathiques, mais on rigole pas tout le temps. Voilà. Ensuite, donc, j'ai terminé de lire La chatte de Colette. Je vous ai lu ce livre en ligne. Je cherche justement ce que j'ai marqué, ce que j'ai pensé. Donc, la lecture est en ligne. Je ne vais pas trop dévoiler parce qu'elle comporte vraiment peu de pages. On n'est même pas à 200 pages ici, donc c'est très très court. On a ici une rivalité malsaine entre Camille, donc la femme de Alain, et son chat. Donc, plutôt la chatte qui... je sais plus comment elle s'appelle cette chatte. Bon, après, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est en chartreux, elle s'appelle Saha. S-A-H-A. Et donc, qui mènera jusqu'à un drame. Voilà. Donc, ça va être assez compliqué parce qu'ici, on va connaître essentiellement deux personnages principaux qui est Camille et Alain. Camille qui est mariée à Alain, et donc troisième personnage, mais qui est pas moins principal, enfin qui est encore plus important que ces deux-là, c'est la chatte Saha, qui va, on va dire, mener la vie de ces deux-là, puisque c'est une chatte très très présente, mais à la fois n'est absolument pas jalouse, mais elle aime son maître, et Camille, donc la femme de Alain, n'apprécie pas beaucoup ça. Alain, c'est quelqu'un qui vient d'une famille assez riche, bourgeoise. Camille, elle vient d'une famille assez modeste. Je ne sais pas si modeste ou plutôt classique, simple, sans forcément avoir des mines d'or à ses côtés. Mais c'est une fille qui est assez jalouse de part de sa situation, je pense, et également aussi de cet amour que le chat porte à ce Alain. A-t-elle un moment que Alain des fois dit que si jamais toi t'en avais un animal, tu serais peut-être moins jalouse de mon chat vers moi, et tu sauras peut-être ce que c'est qu'un amour vers un animal. Donc cette rivalité va mener à quelque chose d'assez impardonnable, d'assez dramatique et d'assez douloureux, surtout pour ceux qui aiment des animaux. Il y a des choses qui sont inadmissibles. Je pense qu'on n'a pas à avoir, on n'a pas à être jaloux des animaux vers ses maîtres. C'est sûr que ce n'est pas facile des fois, mais je pense que le meilleur, c'est de les adopter, c'est de s'adapter à eux, et surtout les chats, c'est eux qui décident. Donc c'est surtout si tu te maries avec quelqu'un qui a déjà un animal, il faut essayer de trouver le point commun avec, sinon ça sert à rien si tu n'aimes pas les animaux. Voilà, donc c'est un livre assez intéressant, mais je vous avoue que il a commencé à devenir intéressant pour moi vers le milieu, parce qu'au début j'étais un petit peu, ça m'ennuyait un peu, mais bon. Voilà, c'est déjà lu, c'est fait. Moi, j'en ai entendu pas mal parler de ce livre. Sûrement, il y a la morale derrière, donc voilà. Chacun prendra cette morale comme il le sent. Pour moi, voilà, ce sujet animaux, c'est vrai que moi je suis très respectueuse envers des animaux, je les aime beaucoup. Donc des choses qui auront pu se passer, qui se sont passées dans ce livre, pour moi sont inacceptables. Voilà. Mais c'est un texte qui est bien et qui vous apprend des choses. Ensuite, donc Guy de Maupassant, il y en a 2 nouvelles que j'ai écoutées en audio sur Audible de ce livre-là. Donc c'était Le Horla et également
Qu'est-ce que j'ai écouté encore? Ah, attendez, j'avais noté ça. J'avais mis ça dans un des... Je croyais que j'avais gardé une feuille que j'avais mis exprès pour que je perde pas mes pensées et je les ai perdues. Eh ben, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, en tout cas, j'ai écouté le Horla et j'ai écouté la boule de Suif de celui-ci. Donc, la boule de Suif, c'était assez intéressant dans le sens où ça se passe pendant la guerre franco-prussienne dans les années 1800 et quelque chose. Il y a une traverse, il y a une dizaine, une vingtaine, je crois que c'est une dizaine de personnes qui font la traversée d'un point A au point B avec une femme qui est une femme en, comment on dit, assez dans un bon point, je sais plus comment on dit, une femme assez costaud en fait, voilà, et qui est une femme prostituée. Donc en fait, je vous explique ça parce que de la part de ces passants, il y a un dégoût envers cette femme. On sait très bien que notre société, dès qu'on est un peu différent des autres et qu'on soit un peu plus solide au niveau du corps ou trop maigre, il y a toujours quelque chose qui va pas et donc du coup il y a tout de suite un dégoût, un jugement qui se fait. Donc c'est ce qui se passe avec cette femme. Et d'autant plus, elle est une prostituée. Et donc, vu que ça se passe pendant la guerre, ben tout le monde, j'ai envie de vous dire, est au même niveau. Que ce soit prostituée, bourgeoise, une bonne travailleuse, ou ce que tu veux. Enfin, tout le monde est au même niveau. Personne n'a aucun droit à quoi que ce soit. Voilà. Donc, ils traversent la ville. Enfin, ils marchent, etc. Et puis, ils arrivent dans un endroit qui est occupé par justement ennemis et un des ennemis propose à cette femme de coucher avec lui. On l'appelle la boule de Suif. Il propose de coucher avec lui, sauf qu'elle n'est pas d'accord et les autres ils sont là genre mais vas-y, enfin bon sinon il ne nous laissera pas passer. Et donc en fait ils essayent d'avoir cet accord de passage, mais lui il est prêt à les laisser passer uniquement si elle couche avec lui. Donc les autres là ils se font tout gentils, etc. Genre vas-y, c'est pas mal. Enfin non, ils disent pas c'est pas mal, mais vas-y. Donc il y aura sous-entendu elle sera respectée parce que voilà. Et donc ce qui se passe c'est qu'elle cède, elle va coucher avec cet officier. Elle va revenir dans cet endroit où ils sont tous et pour voilà genre c'est fait, voilà on va pouvoir y aller, sauf que il y a encore une nouvelle fois un jugement qui se reproduit en disant que genre t'as fait ça et tout, alors qu'elle a fait ça pas par sa volonté, elle a fait pour sauver ces 10 âmes qui traversaient qui traversait la ville. Voilà. Donc je trouve ça vraiment inadmissible et en fait ici on nous montre la morale, c'est que comment expliquer ça, c'est que c'est pas forcément parce que tu es on va dire entre guillemets en bas de l'échelle, comme en statut prostituée, que tu es moins bonne que tous les autres. Non, c'est au contraire, ton âme est beaucoup plus sincère et beaucoup plus nette avec toi-même et avec les autres que ceux des autres, puisque toi tu ne les juges pas, toi tu es là parce que t'as un but, c'est de les sauver, un but c'est de pouvoir d'avoir ce passage, ce droit au passage pour traverser la ville, et tu fais tout pour. Et tu les juges pas, alors que les autres ils sont là en train de te juger, mais ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu. Donc voilà, c'est assez triste comme nouvelle, c'est assez intéressant. Et puis j'avais écouté le Horla. Le Horla, par contre, j'étais un petit peu mitigée parce que, en fait, d'après ce que j'ai compris, le Horla, c'est un fantôme. On est dans la tête de quelqu'un qui imagine des choses, qui dit qu'il est là, il est pas là. Enfin, qui, on dirait, un petit peu schizophrène, qui se donne plein d'idées, qui parle à lui-même, qui... On est dans la tête d'un personnage qui est tout le temps en train de ruminer, de penser à quelque chose, de s'imaginer des choses, et il voit ce Horla un peu partout. Ça le perturbe et du coup, à tel point qu'il met le feu dans sa maison, en pensant que le Horla il est là et enfin il va pouvoir s'en débarrasser, sauf qu'une fois qu'il a mis le feu dans la maison, il sort de cette maison et il entend les hurlements. Il dit enfin il brûle, je ne le verrai plus jamais, sauf qu'il n'a pas pensé au fait qu'il y avait des domestiques dans cette maison et il a brûlé la maison avec les gens dedans.
Donc c'est une folie obsessionnelle, imaginaire, schizophrène tout simplement. Donc moi j'ai vu ça comme ça. Après peut-être que je me trompe. On verra pour d'autres nouvelles si je vais pouvoir vous en parler. Je vais pas tout non plus vous dévoiler ici parce que sinon ça sert à rien que vous lisiez ces livres. Mais en tout cas, je vais essayer d'en prendre peut-être 2 ou 3 nouvelles encore de ces bouquins-là parce que la vidéo elle fait déjà quand même 22 minutes. Donc mine de rien, elle va être très très longue puisque je vais vous en parler aussi. Je vais vous parler aussi encore de ces deux-là. Donc Alphonse Daudet, les lettres de mon moulin, et puis Stefan Zweig, le joueur d'échecs. Je rêve de le lire. Donc là, franchement, ces deux-là, ils m'attendent avec une grande impatience et honnêtement je suis tellement passionnée par toute cette lecture, déjà les classiques et puis la saga. J'aime beaucoup cette année, j'ai vraiment envie de terminer, beaucoup avancer mes sagas que j'ai déjà commencé, terminer certaines et puis commencer d'autres parce que j'en ai d'autres pas mal encore aussi. Et j'ai envie de lire un peu plus vite, mais pas lire pour lire, mais lire pour comprendre ce que je lis et lire plus vite tout simplement pour lire d'autres livres que j'ai dans ma bibliothèque parce que j'adore ça et j'en ai beaucoup. Et beaucoup me donnent envie. Donc sur ce, je vous laisse ici. Je ne vous dis pas au revoir. Vous allez peut-être me voir tout le temps habillée, même sûrement habillée différemment et maquillée différemment, tout simplement parce que les vidéos vont être filmées sur plusieurs jours, à différents moments de la journée également. Et avec mes avis pour chacun de ces livres qui restent encore à lire. Donc il y a le 2e tome qui arrive de saga, Fleurs captives, puis quelques nouvelles de Guy de Maupassant, et ainsi que Stefan Zweig et Alphonse Daudet. Voilà. Bon, vous m'excuserez pour ma présentation pas tout à fait apprêtée parce que je viens de terminer la lecture de ce livre de Stefan Zweig, Le joueur d'échecs, et je suis un peu coincée d'épaule, donc je suis désolée si je vais pas bouger normalement, mais comme un robot. Donc c'est un très court livre qui fait 94 pages, mais très très intense. Je vous avoue que les premières 40 pages ne m'ont pas trop impressionnée. Je m'ennuyais un peu, à partir de la page 10 jusqu'à 40, je crois, tout simplement parce qu'on parlait beaucoup d'échecs. Je ne connais pas du tout les échecs, je ne sais pas du tout jouer aux échecs, donc pour moi c'est quelque chose de complètement inconnu et inintéressant aujourd'hui. Peut-être un jour j'apprendrai et ça me plairait, mais bon. Donc j'appréhendais cette lecture justement parce que je pensais qu'on allait beaucoup parler d'échecs ici. En fait, on va donc écouter ici un narrateur qui est sur le grand paquebot et qui quitte le New York à destination de Buenos Aires, donc au Brésil. Et donc, il rencontre sur le pont un des passagers avec qui il commence à discuter. Et donc, il parle d'une histoire d'un joueur d'échecs connu qui ferait partie des passagers de ce navire, en fait, de ce paquebot. Un certain Centovic, je crois, Mirko Centovic, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, à chaque fois j'ai du mal avec son nom. Centovic Šušnig. C'est ça, Mirko Centovic, c'est un Yougoslave. En fait, ce qui s'est passé, donc on va assister donc à son histoire personnelle de vie, comment il est devenu un champion du monde, champion mondial d'échecs. Et puis après, on aura une seconde partie qui sera beaucoup plus intéressante pour moi, en tout cas, puisqu'on va parler des années de guerre et comment il commence à se passer. Les débuts, c'est compliqué, mais enfin bon, voilà. Donc, déjà, pour être un petit peu plus clair dans ce que je vous dis, c'est-à-dire que ce Mirko est un enfant des parents bateliers dont son père avec qui il avait traversé la Danube, donc avec le bateau chargé du blé, le bateau avait subi un choc ou je ne sais plus quoi, enfin ils ont coulé. Donc le père est mort, on parle pas de sa mère, donc je suppose soit elle était avec eux, soit elle était décédée déjà bien avant, ou bien il n'en a pas, enfin voilà. Et donc, le garçon, il a 12 ans à cette époque-là. C'est la famille de paysans, donc vraiment cliché paysan, c'est-à-dire qu'il ne sait pas vraiment lire, écrire, enfin bon, voilà. Donc, un certain curé va le recueillir chez lui et donc va l'éduquer, va l'aider à grandir, etc. Donc, et lui, il va aider ce curé, donc il va
l'aider au champ, il va l'aider dans la maison, dans la cuisine, etc. Mais l'école, c'est la chose qui l'intéresse le moins. Donc, il est plutôt manuel, plutôt travailleur, mais les études, ça l'intéresse pas. À 14 ans, il compte avec les doigts, à l'aide de ses doigts. Il lit avec beaucoup de difficultés. Et vers 15 ans, il commence à s'intéresser un petit peu, il devient, enfin, comment dire, le curé, il joue aux échecs avec un de ses amis, et son intérêt vers les échecs va venir de cette rencontre-là avec l'un de ses amis, justement, l'un des amis de curé. Donc, il va rester là dans la pièce où ils vont jouer, et quelqu'un va venir chercher le curé parce que la femme de cet homme qui est venu le chercher est mourante et qu'elle avait besoin d'un curé. Donc le curé va partir, la partie d'échecs ne sera pas terminée. Le garçon est là en train d'observer, d'analyser, de réfléchir sur ce qui se passe. Et donc l'ami de ce curé qui restait là lui propose s'il voulait terminer la partie. Donc il termine la partie, l'ami il est en train de boire sa bière, etc. Et puis donc Mirko, il gagne. Et donc l'ami, évidemment, il trouve des excuses, genre c'est la bière, enfin bon, c'est pas possible que tu gagnes, quoi. Donc il dit non mais il y avait ceci, il y avait cela, donc c'est pas toi, en grosso modo. Donc il lui croit pas trop qu'il a gagné. Après ensuite il va jouer avec curé, il va gagner encore. Et puis ces deux-là, donc ils vont l'amener après dans un club de joueurs d'échecs où il va jouer contre plusieurs personnes. Et puis comme ça, petit à petit, il va grandir au niveau d'échecs et vers 21 ans, il va devenir un champion, je crois vers 21 ans, champion du monde d'échecs. Et donc, il va gagner sa vie grâce aux échecs. Donc, il se retrouve sur ce paquebot dont on parle, ce narrateur parle de lui avec un autre passager. Et il le voit comme ça passer, mais le narrateur, il a absolument une envie de le rencontrer, de lui parler, etc. Sauf qu'on dit qu'il est absolument pas sociable, et il ne se sent pas dans son assiette avec des gens parce qu'il n'est pas vraiment cultivé. Et certes, il est intelligent concernant tout ce qui est échec, mais en culture générale, c'est pas vraiment son fort, donc il n'a pas vraiment de conversation à avoir avec des gens, enfin c'est ce qu'il dit dans le livre en tout cas. Et donc au final il est un petit peu, on va dire, renfermé dans son jeu, un petit peu, on va dire, sauvage, pas vraiment sauvage, mais sauvage dans le sens où il n'a pas de quoi discuter avec les autres. Donc il reste dans sa bulle, il n'aime pas qu'on le dérange, il n'est pas très poli d'après ce que j'ai compris, il est un peu bougon comme ça, et donc il essaie de trouver par tous les moyens, ce narrateur, comment l'attirer dans ses filets et de lui parler, de le connaître un petit peu, d'apprendre un peu davantage sur lui. Et donc il trouve une solution en se disant que si on peut pas l'approcher comme ça et lui parler, il va falloir jouer aux échecs. Donc il commence à jouer aux échecs avec un des passagers qu'il trouve là-bas, un certain Mac Connor, c'est un Écossais. Ils commencent à jouer tous les deux ensemble, ils jouent, et puis Centovic, il passe, ils regardent leur jeu sans intérêt, enfin, je pense qu'il les trouve pas à hauteur, donc ça l'intéresse pas. Et il passe, il les repasse, rien à faire, il s'arrête pas. Et puis un jour, c'est pas non plus énormément, un jour, oui, le narrateur dit à ce McConnor qu'il y a ce Centovic qui est à bord de paquebot et que, il y a un vrai joueur, un vrai champion d'échecs, et l'autre, il a envie de le rencontrer aussi. Donc il a le culot, il va aller le voir directement, lui parler et lui demander de jouer avec lui. Sauf que Centovic ne mâche pas ses mots et il dit que il gagne sa vie avec les échecs et que c'est payant les jeux d'échecs avec lui. Donc il accepte grosso modo, je vous récapitule parce que sinon ça va être long. Et donc il vient jouer avec eux contre ce McConnor. Et puis il joue, et il y a un autre passager qui passe, un certain Monsieur B, qui passe devant eux et qui regarde comment ils jouent. Il donne des conseils à distance à ce McConnor en disant que non, c'est pas comme ça, il faut aller là. Il fait mais discrètement, mais en essayant de le prévenir de mauvais coups. Et là, donc, ça va se lier. En fait, Centovic va voir que l'autre va gagner, et grâce à ce
c'est un cognou. Ça va les intéresser, qui sait que c'est un cognou, lui il s'en va, mais on lui propose avant qu'il parte une autre partie de jeu, mais à lui en fait, pas à McConnor. Les autres badauds, bien évidemment, ils veulent la revanche, McConnor aussi, il veut qu'on gagne, hein. Et donc ils attendent avec impatience que l'autre accepte. Mais il veut pas accepter. Il dit, ah non, moi, j'y vais pas, je joue pas, je connais pas. Ça fait 25 ans que j'ai pas touché l'échiquier, il s'en va. Et les autres, bon, ils sont bouche bée, ils comprennent pas ce qui se passe, pourquoi il a autant peur et qu'est-ce qui se passe. Et donc, à ce moment-là, notre narrateur va voir ce monsieur B, va lui parler et le convaincre de venir jouer le lendemain avec Czentovic. Mais avant cela, il va lui raconter son histoire de vie, pourquoi et comment il avait appris à jouer aux échecs, qu'est-ce qui l'a amené à ce jeu, et qu'est-ce que ce jeu peut-être l'a sauvé quelque part de Gestapo pendant les temps de guerre. Voilà, donc là je m'arrête parce que sinon je vais tout vous déballer. Et c'est là que ça devient très intéressant, comment il apprenait les coups, comment il a appris à jouer aux échecs, à cause de quoi. C'est très très intéressant. Franchement, cette partie-là, je l'ai survolée, enfin pas survolée, je l'ai avalée littéralement parce que c'était vraiment un page turner, tellement c'était intéressant, mais vraiment. Mais après, bon, vous savez bien que moi, je suis très intéressée par tout ce qui est Seconde Guerre mondiale. J'adore, c'est très intéressant, c'est très émouvant, même si il y a des passages par moments, pas dans ce livre, mais en général, très douloureux. C'est quand même très très intéressant. Donc là, c'était bien le cas. Et puis après ce passage de Seconde Guerre mondiale, on va revenir aux échecs. Donc ça va se conclure par le jeu d'échecs. Vous allez voir comment. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser là, avec pas mal de suspense. À vous de voir après si vous avez envie de lire. Mais il faut pas non plus se décourager au début si vous aimez pas. Ça va s'améliorer plus tard, vous verrez. Zweig, il a vraiment, mais vraiment, cette capacité qu'il avait d'écrire et d'attirer surtout son lecteur, sa lectrice, de l'envoûter par ses récits, par ses histoires, par ses descriptions. C'est quelque chose, c'est un aimant. C'est un vrai, ces livres, ce sont des livres, c'est des livres magnétiques. J'adore. Voilà. Donc je vous laisse suivre cette vidéo avec d'autres lectures. Je vous reprends parce que j'ai quasiment, enfin je suis à moitié, de toute façon je ne vous dirai pas la fin, c'est tout à fait normal. Donc ici dans ce 3e tome, qui s'appelle Bouquet d'épines de notre saga Fleurs captives, ce 3e tome est plus que bizarre pour moi. Je ne sais plus, je vous avoue, je ne sais plus à quoi m'attendre dans ces livres, dans cette saga. Je trouve ça tellement tordu. Mais il y a quelque chose qui me retient, que j'ai envie de savoir la suite, la fin de toute cette histoire. En fait, ici, on va plutôt parler des 2 fils de Cathy, de Catherine. Donc c'est Jory le plus grand et Bart le plus petit. Donc le cadet, il a 10 ans et Jory, il doit avoir 15 ans, je crois. Jory, c'est un fils qu'elle a eu avec... bon, je suis obligée de vous spoiler, sinon ça n'avancera pas. Après, si vous voulez pas écouter, vous pouvez avancer dans les chapitres vers une autre lecture que je vous présente. Donc, ce qui se passe, c'est que Jory, c'est un fils qu'elle a eu avec Julien, et dont elle est devenue veuve. Par la suite, elle a eu Bart avec Bart aussi, Winslow, et c'était le mari de sa mère. Donc elle a tout fait pour se venger de sa mère en lui prenant son homme. Et donc elle est à nouveau sans homme, enfin elle ne peut pas être veuve puisqu'ils n'étaient pas mariés, mais à nouveau elle le perd, enfin elle perd son homme. Cette fois dans un incendie dans lequel c'est sa mère qui l'a envoyé chercher la grand-mère qui était restée dans la maison, qui avait pris le feu, et donc il a péri dans cet incendie. Une nouvelle fois, Cathy va l'en vouloir, va la détester. La mère,
comment elle s'appelle, hein, Corinne, je crois. Elle va péter un plomb, donc elle va rester dans un hôpital psychiatrique. Et on ne sait pas en fait si c'est vraiment ça ou si c'est une excuse pour qu'on la laisse soi-disant un peu tranquille, puisqu'elle a tellement honte d'après tous ces faits passés dans sa vie concernant ses enfants. Voilà, donc ça l'a rendue aussi, enfin déjà un peu folle quand même, mais on ne sait pas si c'est vraiment ça ou est-ce que c'est un rôle qu'elle joue pour être tranquille, grosso modo. Donc ici, voilà, on va parler essentiellement de ces deux enfants, à savoir qu'ils se sont mis ensemble avec Christopher, donc ils sont ensemble, ils peuvent pas avoir d'enfants ensemble, puisque je sais plus ce qu'ils ont fait comme opération à Catherine, elle ne peut plus avoir d'enfants. Et donc, elle rêve d'avoir une petite fille qu'elle va vouloir adopter. Et cette petite fille, c'est une fille d'une de ses élèves aux danses qui est décédée suite au cancer, je crois, je sais plus ce qu'elle a eu comme maladie. Et donc la petite, elle est restée seule et au final, elle l'a recueillie chez elle. Bart devient très très jaloux de cette petite qui s'appelle Cindy. Jory, c'est l'un des plus raisonnables. J'ai l'impression que Cindy, on la connaît pas plus que ça puisqu'elle est petite. Bart, il est très... c'est un enfant très perturbé. Je ne sais pas, c'est peut-être pas bien d'employer le mot bizarre, mais c'est vraiment le cas. Puisqu'il aime bien torturer les animaux, il les tue. On dirait qu'il est un peu schizophrène parce qu'il fait des choses et il s'en rappelle pas. Ou il fait genre, il s'en rappelle pas, c'est pas lui. En même temps, ce genre de choses, ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir du mal à quelqu'un, à quelque chose. Ça le rend de bonne humeur et il est bien. Donc ça, je comprends pas. Ça me déprime encore plus parce que moi, faire du mal aux animaux, ça, je déteste ça. Et puis je le trouve vraiment, mais très étrange, cet enfant. Jory, c'est quelqu'un qui est assez raisonnable, qui a aussi suivi les pas de son père, qui est devenu danseur. Jory est bien aimé par sa mère, par son père, enfin, il pense que c'est son père, mais ce n'est pas le cas. Oh. Et Bart, il est très jaloux à cause de ça aussi, parce que lui, il voulait être le petit dernier. Au final, il y a certaine Cindy qui est là. Jory, il a réussi sa vie, entre guillemets. Bon, sa vie vient de démarrer, mais il a réussi déjà. C'est-à-dire qu'il il est beau, il danse... enfin, il fait tout ce que sa mère a voulu, et Bart, il est un peu mis à l'écart, et aussi parce qu'il fait peur un peu dans sa famille, en fait. Donc, il va faire tout pour attirer leur attention, et je pense que la tuerie, ça en fait partie, en fait. Il mange pas, enfin, il fait la grève de faim, des fois, il veut pas manger, donc il fait pitié. Et un jour, il y a une nouvelle voisine qui débarque près de chez eux, près de leur domicile, qui est habillée tout en noir, tout avec un voile noir sur son visage, qui cache son visage, et elle a un domestique avec elle, John Amos, je crois qu'il s'appelle. Et donc, cette mystérieuse voisine, il se trouve que c'est la mère de Cathy et donc de Christopher. Je ne sais pas quel est son but de se reprocher de ses enfants vu qu'elle les a fuis quelque part. Elle s'approche d'eux, en fait, en vivant en habitant tout près de chez eux, elle essaie de convaincre de l'aimer. Ses petits-enfants, en fait, Jory ne veut absolument rien connaître d'elle, il la trouve très bizarre, mais Bart, sachant que il se sent pas aimé du tout dans sa famille, il retrouve l'amour auprès de cette femme qu'il connaît pas, mais qui se trouve que c'est sa grand-mère, et un jour elle lui raconte, elle lui parle, elle le gâte, elle lui offre des cadeaux. Bart, elle se comporte un peu comme un petit enfant gâté, il fait un peu tout et n'importe quoi comme toujours, jusqu'au jour où il va avoir une blessure très importante à la jambe et il va avoir un risque d'amputation. Voilà. D'ici, jusqu'ici, là, je vous ai raconté la moitié de bouquin quand même. Donc là, je vais m'arrêter ici. Je vous laisse en suspense tout ce qui reste à faire encore en lecture. Sachez que, moi, je suis très, très perdue dans cette saga. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, on verra bien comment ça va se terminer. Mais en tout cas, ce sera pas dans cette vidéo et je ferai, je pense, dans une autre vidéo encore 2 autres tomes et puis on verra quel avis je ferai sur cette
saga, sur cette longue lecture. Voilà. À plus pour d'autres lectures parce qu'il y en a d'autres qui nous attendent. Bonjour à toutes et à tous. Ne soyez pas étonnés que je sois aussi chaudement habillée. Je filme, nous sommes à la fin du mois d'avril. Je crois que nous sommes le 25 avril. Et le temps, il est bizarre. Un coup, il fait froid, un coup, il fait chaud. Voilà, un coup c'est l'été, un coup c'est l'automne, on comprend plus rien. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de mes dernières lectures. En fait, j'ai décidé de vous dire que ces deux livres-là, je vais pas en parler plus que ça, puisque vous allez avoir ces nouvelles disponibles sur ma chaîne que je lis pour vous, donc en audio. Je vous en ai un petit peu parlé, je suis assez... après, enfin, Guy de Maupassant, c'est un auteur que j'apprécie, c'est un écrivain que j'apprécie pas mal, parce que je trouve que l'écriture qu'il a, c'est quelque chose d'assez addictif, intéressant et immersif. Donc du coup, mon avis n'a pas changé, j'aime tout autant, et vous allez voir ces nouvelles sur ma chaîne. Donc on n'en parle pas plus. Donc je suis revenue dans cette vidéo en fait pour la clôturer, puisque je ne l'ai pas fait. Ce livre-là, c'est déjà le 3e tome de Virginia C. Andrews, Les racines du passé de saga Les fleurs captives. Je sais que dans cette vidéo, normalement, j'avais pas à vous en parler, mais bon, je décide d'en parler et puis je vous ferai un retour lorsque j'aurai terminé la saga. Là, franchement, je n'aime pas du tout. Ça fait 2 mois que j'essaie de terminer, j'ai toujours pas terminé le bouquin. Je souffre. Quand on dit que c'est pour les fans de Lucinda Riley, non, je suis désolée, c'est pas du tout pareil. Le côté un petit peu addictif dans les 2 premiers tomes, oui, et encore, hein, dans le premier plutôt. Mais après, c'est vraiment très très chiant. En fait, ici, on va voir que Cathy et Chris, bah, ils ont déjà un certain âge, et puis leurs enfants qui ont grandi. On va beaucoup parler de Bart, de Jory, un peu moins de Cindy. Bart, selon ce qu'on comprend dans ce bouquin, c'est quelqu'un d'assez hautain, riche, soi-disant, mais finalement, l'héritage qu'il a reçu de sa grand-mère, il pourra pleinement en bénéficier lorsqu'il aura atteint 35 ans. Ici, on commence par le fait il fête ses 25 ans, et lors de cette fête, son frère Jory va se blesser gravement et va devenir infirme, donc il va plus pouvoir marcher, donc il aura plus l'usage de ses jambes, ce qui va mettre en péril son couple avec Mélodie, qui est enceinte de lui, et Mélodie qui va le tromper avec Bart. Et Cathy va être au courant de tout ça et va essayer de jongler entre les 2 frères en essayant de mettre un coup de pression sur Mélodie et trouver une solution. Bon, j'en suis là pour l'instant, tout tourne autour de ça. On se posait pas mal de questions, est-ce que c'était pas fait exprès, parce qu'en fait Jory s'est blessé à la fête de Bart et il dansait avec Cindy, et puis il y avait des colonnes de décoration avec du sable qui sont tombées sur lui, sauf que le sable n'était pas sec, il était humide, et donc ce qui fait que ces colonnes, elles étaient beaucoup plus lourdes qu'elles ne devaient être, et du coup ça lui a blessé le dos gravement. Voilà, donc on se pose pas mal de questions au départ. Est-ce que c'est pas Bart qui a manigancé tout ça, puisqu'il est attiré par Mélodie, puisqu'il était tout le temps jaloux de son frère Jory? Voilà, on ne sait pas, on est tout le temps dans la dépression de Jory, ce qu'on peut comprendre, mais c'est assez pénible et lourd à lire, donc du coup... voilà, ça m'emballe pas plus que ça, et j'en ai un petit peu marre. Honnêtement, j'ai envie d'avoir un peu plus d'action, de quelque chose qui se passe, et pas forcément être dans la tête des personnages tout le temps dans leur état dépressif ou état assez particulier dans cette famille. Voilà. Donc sur ce, je vais conclure cette vidéo ici, puisqu'elle dure déjà, ça fait longtemps que je l'ai enregistrée. J'ai commencé à l'enregistrer, je pense, en été. Là, on est déjà en été dernier, hein. Là, on va déjà approcher l'été, donc ça va faire 1 an déjà qu'elle traîne, et puis bah, il faudra au moins que je
monte cette vidéo, que je termine, et puis on en parlera plus lorsque j'aurai terminé le dernier tome de Saga. Je vous dirai en globalité ce que je pense de cette saga dans une des prochaines vidéos, en espérant que je termine au plus vite ces 2 tomes. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!